Merci beaucoup de votre présence ce soir. Ça nous fait très plaisir de vous voir en chair et en os après tous ces événements qu'on a dû organiser à distance. Et puis merci aussi au Festival Alternatiba pour l'organisation de tous ces beaux événements. C'est un sacré programme, donc j'espère que vous êtes en forme. Moi, j'ai donc le plaisir ce soir de vous présenter cette conférence qui est intitulée « Engagement climatique dans les soins, quels moyens d'action ?» Je m'appelle Estelle, je vais rentrer en 6e année de médecine et avec Léo qui rentre en 3e année, on est les co-responsables de la branche santé, climat, environnement de l'AVMG. Je ne sais pas si vous nous connaissez, on est un projet étudiant et notre but c'est de mettre en place un peu des actions concrètes pour que les questions environnementales et climatiques deviennent une préoccupation majeure dans le milieu des soins. Nous réunissons principalement des étudiants, mais on est aussi ouvert à tous les professionnels de santé et en particulier des HUG. Vous avez peut-être entendu parler de notre pétition qui s'appelait « Pour une alimentation saine et durable à l'hôpital » ou bien de l'organisation de la Semaine Santé-Climat en mai dernier au HUG. Un de nos projets principaux en ce moment, c'est de mettre en place un cursus en santé planétaire au cours des études de médecine, donc à la faculté de médecine, pour que nos futurs médecins soient formés sur les impacts environnementaux sur la santé, notamment dus au réchauffement climatique, et sur leur rôle à jouer face à la crise qui nous touche. J'aurai peut-être l'occasion plus tard dans la soirée de vous en reparler si le temps nous le permet. Donc le but de la conférence de ce soir, c'est de vous présenter dans les grandes lignes ces concepts qui ne sont pas toujours connus du grand public ni des professionnels de la santé. Donc Léo il commencera par vous introduire ce que c'est que la santé planétaire. Ensuite, on a la chance d'accueillir Armand Tanner, qui est chef de clinique au programme Santé Migrants et qui parlera un peu de l'impact environnemental des soins. Ensuite, Grégoire Laguerre, qui travaille au service de diabétologie et d'endocrinologie, nous présentera le concept un peu d'éco-bénéfices à travers l'éducation thérapeutique. Et enfin, la professeuresse Johanna Sommer, qui est professeure à la faculté de médecine et responsable du programme de médecine de famille, si je ne me trompe pas, nous parlera de sa vision de la médecine et notamment du rôle à jouer en tant que médecin de famille. Donc voilà, vous pourrez poser toutes vos questions à la fin, n'hésitez pas si vous en avez. Bonsoir. Donc, moi, je vais commencer par vous présenter brièvement ce qu'est la santé planétaire. Donc, c'est le fait de penser la santé humaine comme étant étroitement liée à celle des écosystèmes et donc dépendante aussi de la santé animale et environnementale. Donc, on a ici ce graphique, les déterminants de la santé. On peut voir que l'environnement direct représente 20% des influences sur la santé. Et on peut remarquer que notre style de vie et des conditions socio-économiques dépendent aussi des conditions environnementales, représentent 40% des déterminants de la santé. Donc, ainsi, la santé humaine est doublement influencée par nos modes de vie contemporains, par leurs effets directs sur la santé, ainsi que par la dégradation de l'environnement qu'ils engendrent. Parmi ces dégradations, le dérèglement climatique est la conséquence la plus grave. En 2009 déjà, le Lancet a qualifié les changements climatiques de la pire menace sur la santé du XXIe siècle. Et l'OMS estime qu'il pourra causer 250 000 morts supplémentaires par an entre 2030 et 2035. Et le changement climatique aura aussi un impact majeur pour toutes et tous au niveau de sécurité, santé, et morbidité. Donc, le réchauffement climatique a des effets divers sur la santé dont Armand vous parlera peut-être plus tard. On peut notamment citer les effets directs par les événements climatiques extrêmes. On a beaucoup parlé cet été des inondations et des feux massifs. C'est aussi l'augmentation des transmissions de maladies infectieuses, la mise sous pression des systèmes alimentaires. On peut aussi évoquer l'impact sur la santé mentale et le risque de défaillance des systèmes politiques ou de santé. Le changement climatique, c'est qu'un exemple des liens entre la santé et l'environnement. La santé planétaire est donc une médecine qui intègre toutes les variables environnementales qui agissent sur notre santé. Elle n'est que très peu enseignée aujourd'hui. Il y a seulement 15% des étudiants dans le monde qui ont quelque chose qui se rapproche à la santé planétaire dans leur cursus.
C'est pour ça que nous, ça nous semble essentiel en tant qu'étudiants, aussi futurs médecins, qu'on soit formés sur ces aspects et qu'on puisse les intégrer dans notre pratique. Je vais laisser maintenant la place à Armand Tanner. Ok, alors bonsoir à toutes et à tous. Donc moi je travaille en hôpital universitaire et puis je vais faire un peu la suite, compléter ce qu'a dit Léo sur une quinzaine de minutes, et j'aimerais faire un petit fil sur le lien qu'il y a entre les activités humaines, le système Terre et la santé. Et donc je vais probablement passer quelques slides qui répètent un peu ce que a déjà évoqué Léo. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est que voilà, on parle souvent des activités humaines qui sont la cause du réchauffement climatique, etc. À la base, les activités humaines, c'était plutôt ça, c'est-à-dire 300 000 ans de vie plutôt sauvage, avec de la cueillette, de la chasse, un petit peu de culture pour les périodes plus récentes. Et puis ça s'est gentiment transformé en ça, c'est-à-dire beaucoup de transport, beaucoup de machines, beaucoup d'agriculture intensive, etc. Beaucoup de mégapoles, d'usines, de centrales électriques, de centrales thermiques, etc. Beaucoup de transport par bateau, et puis avec ça une modification assez importante des modes de vie, comme la sédentarisation, l'alimentation industrielle probablement assez malsaine, et puis voilà, de rester avec une abondance alimentaire aussi importante, et des loisirs un peu partout, des divertissements plutôt. Et je fais le lien avec les activités humaines qui sont finalement la conséquence, qui sont devenues une conséquence du dépassement de certaines limites planétaires, probablement un concept que vous connaissez déjà, mais qui est un concept assez central, je trouve, qui montre qu'il y a différents sous-ensemble du système Terre qui sont interconnectés, qui sont interdépendants pour assurer le fonctionnement global du système Terre, et pour assurer aussi que ce soit accueillant pour les espèces végétales, animales et aussi l'espèce humaine. Et on voit que évidemment la biodiversité est une limite planétaire qui est très très largement dépassée, qu'on est déjà rentré dans ce qu'on appelle la 6e extinction biologique de masse, probablement aussi rapide que les dernières extinctions biologiques de masse, comme la disparition des dinosaures, etc. Et puis le changement climatique, l'usage des sols aussi. Maintenant, on sait que depuis 2 ans, on utilise plus de 75% des terres émergées. Donc, 75% des terres émergées du globe ont été endommagées, ou en tout cas sont utilisées par l'être humain pour ses activités. Voilà, je ne vais pas faire très long là-dessus. Un des potentiels scénarios qui devient de plus en plus concret, c'est celui de la planète étude. Alors vous avez peut-être vu les dernières publications du GIEC au début du mois sur les prévisions climatiques, et puis eux, ils ont vraiment insisté sur le fait qu'on ne pouvait pas exclure qu'un emballement climatique survienne, même probablement plus tôt, avec la mise en place de boucles de rétroaction positive, des effets qui s'amplifient et qui créent des sortes de points de bascule où il n'y a plus de possibilité de revenir en arrière, même si on arrêtait toutes nos émissions, même si on arrêtait de vivre sur la planète. Et qui amènerait la planète Terre dans un scénario dit étuve, c'est-à-dire un emballement de plus 3, 4, 5 degrés dans les prochaines décennies, ce qui est plutôt alarmant et qui est à prendre en considération. Moi, j'aimerais bien qu'on évite ça. Du coup, quel est le lien avec la santé, la santé, on a tous en tête cette idée que voilà, s'il y a un hôpital à côté et qu'on a un accident, on est bien content qu'il soit là. Ou si on est malade, on peut aller se faire soigner à l'hôpital. Et la santé, c'est quelque chose de probablement plus large. Léo l'a évoqué. On parle de santé vraiment de manière globale, de manière holistique. Et l'OMS dit que c'est un état complet de bien-être physique, mental, social, et qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez complet. Et ici, quand on voit les dérèglements environnementaux, qu'on voit où on est arrivé, finalement on est en train de ronger le socle le socle qui nous permet de vivre, et c'est ce qu'on appelle les déterminants fondamentaux de la santé. Donc il y en a qui sont plus fondamentaux que d'autres, mais c'est sûr que ça va être difficile de vivre s'il fait 50 degrés ou 60 degrés. Probablement que notre corps ne sera pas capable de fonctionner, ou bien s'il faisait 0 degré, on serait tous gelés, donc pas de souci. Si on n'avait pas de maison, etc. Donc il y a vraiment ces déterminants qui sont en train d'être rongés, et qui sont, comment est-ce qu'on peut maintenir ces déterminants? Et on voit que le système de santé, lui, comme l'a présenté Léo, c'est qu'une petite partie finalement de notre santé. Effectivement, si on n'a pas d'eau à boire,
on n'a pas besoin d'aller à l'université, on n'a pas besoin d'aller à l'hôpital même, parce qu'il faut qu'on boive, sinon on meurt de soif. Voilà, ça c'est aussi une slide que je vais passer assez rapidement, c'est les effets du changement climatique sur la santé. C'est quelque chose d'assez documenté depuis quelques années, c'est l'augmentation des vagues de chaleur qui fait des problèmes cardiaques, vasculaires, des problèmes pulmonaires, mais aussi des problèmes cardiaques, rénaux, liés à la pollution de l'air. Justement, on a vu la pollution de l'air avec les feux de forêt en Sibérie, des nuages de fumée sur 3000 km, qui vraiment ont un effet assez important sur la santé, mais ça va aussi être l'augmentation des maladies infectieuses, l'eau qui se réchauffe, qui est plus propice à accueillir du choléra, ou plus d'insectes comme le moustique tigre qui peut amener la dengue au sud de l'Europe, qui a déjà commencé. Donc il y a énormément de choses, y compris l'alimentation et puis les conflits sociaux qui vont péjorer la santé physique et aussi la santé mentale des populations à travers le globe. Et puis là, pour vous donner 2-3 exemples, le GIEC, dans son rapport de 2019 sur les terres, a proposé l'hypothèse suivante, enfin, le risque suivant, c'est qu'à partir de 1,4 degré de réchauffement, on voit des ruptures d'approvisionnement alimentaire à l'échelle d'un continent, et puis qu'à partir de 2,4, ce risque s'élargisse au monde en entier. Et ça, ce serait si on ne change pas de système alimentaire, si on ne sort pas de l'agro-industrie. Et puis, il n'y a pas que les effets indirects de notre mode de vie, de nos activités sur la santé. Vous l'aurez bien compris, si on a des activités qui sont développées comme ça, il y a une partie dont on bénéficie, c'est qu'on a pu augmenter notre population, augmenter l'espérance de vie, augmenter l'accès aux soins, et donc on meurt moins de maladies, on meurt moins d'accidents, etc. Mais en contrepartie, vu qu'on a aussi un mode de vie qui est probablement trop sédentaire, avec une alimentation trop malsaine, etc., un air qui est de plus en plus pollué, de l'eau de plus en plus polluée, et de la terre de plus en plus polluée et appauvrie, on se retrouve dans une situation où on a vu depuis les années 50 l'émergence de ce qu'on appelle les maladies non transmissibles. C'est des maladies qui ne se transmettent pas d'une personne à une autre. Ce sera les cancers, ce sera l'obésité, ce sera l'hypertension, le cholestérol, etc., mais aussi les dépressions, etc. Et ça représente finalement un problème de santé qui est majeur. C'est probablement un des premiers facteurs de mortalité. Ça veut dire que les gens meurent de plus en plus à cause de ces maladies, et de plus en plus tôt, et on voit qu'en 2016, il y avait une estimation de 40 millions de morts prématurées, dont un peu moins de la moitié étaient chez des personnes de moins de 70 ans. Donc ce n'est pas uniquement dû au vieillissement de la population, mais bien aux contraintes environnementales qui sont grandissantes. Et puis la Suisse, 80% des coûts de santé de la Suisse sont pour payer, pour traiter, pour accompagner les gens qui ont des maladies non transmissibles. Donc c'est quelque chose de tout à fait central dans la prise en charge. Et puis maintenant, pour ce qui est de l'impact des systèmes de santé, alors on a toujours vraiment, je pense que c'est dans l'imaginaire collectif, et ça a été relayé assez largement, que avoir un droit à la santé, c'est quelque chose de fondamental qui est accessible à tout le monde. Effectivement, avoir un droit à des déterminants de santé qui sont disponibles, c'est-à-dire d'avoir de l'eau, d'avoir un espace où on peut vivre avec peu de bruit, etc., mais une température adaptée à notre corps, etc., ça, je pense que ça pourrait être un droit fondamental. Par contre, l'accès aux soins, on le met aussi dans ce même paquet, et ce paquet, finalement, on le questionne assez peu. Et comme ça fait partie de la civilisation industrielle, c'est aussi tout un processus. On construit des bâtiments, on fabrique des médicaments de manière industrielle, de manière centralisée dans certains pays, puis on les distribue à travers le monde. On fabrique des prothèses de hanche, on fabrique des défibrillateurs implantables, des pacemakers, etc. Et on fait plein de miracles avec ça, mais ça a un coût. Et ça a un coût financier, très certain, c'est très cher, mais en même temps, ça produit aussi, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de matière, beaucoup de ressources naturelles, matérielles et biologiques aussi, et ça crée beaucoup de nuisances et beaucoup de pollution. Donc on voit une augmentation des médicaments, des résidus de médicaments dans l'eau, une conséquence sur les milieux aquatiques, la biodiversité d'une manière générale, mais aussi l'augmentation des gaz à effet de serre, etc. Et les systèmes de santé, si on prenait le système de santé mondial, en prenant toutes les entreprises pharmaceutiques, tous les hôpitaux, etc., toute la chaîne de bout en bout, on arriverait à une estimation de 4,6% des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale. Ça veut dire à peu près 2 fois l'aviation, plus ou moins. Donc c'est quand même quelque chose qui a un impact, et pour le coup un impact négatif qu'il faudra balancer avec l'impact positif qu'il a sur les individus qu'on peut traiter.
Voilà, juste pour l'exemple peut-être plus parlant, si on prenait le système de santé comme étant un pays, eh ben, ce serait le 5e pays le plus émetteur de gaz à effet de serre. Donc c'est quelque chose d'assez conséquent. On voit, je vous ai montré des illustrations qui sont assez parlantes, je pense. Pardon. Et puis, si je peux me permettre une certaine critique du système de santé actuel, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est de penser que le système actuel n'a pas intégré les conséquences sur la santé du système de santé lui-même, et est plutôt basé sur le mythe du progrès, sur le mythe de on va toujours découvrir des nouvelles choses, l'avancée de la médecine, on va guérir de plus en plus de maladies, etc. etc. Et aussi, ce mythe du progrès, il est accompagné par l'idée que le monde est infini, et qu'on peut faire, comme en économie, de la croissance infinie dans un monde fini. Finalement, on va voir que c'est peut-être pas tout à fait possible. Et aussi, je voulais souligner le fait que le système de santé en lui-même crée des inégalités, parce que l'enfant qui travaille dans la mine de cobalt au Congo, c'est probablement pas lui qui va pouvoir rentrer dans l'IRM qui contient le cobalt qui a été extrait pour pouvoir guérir d'un cancer, etc. Donc il y a des inégalités, mais c'est aussi un système de santé qui a été basé sur, d'une certaine manière, le pillage des ressources, dans les pays pauvres en l'occurrence, et qui a besoin d'une quantité d'énergie astronomique et d'une quantité de matière, encore une fois, astronomique. Puis une critique assez osée du système de santé actuel, que j'aime bien faire, c'est l'idée de voir une sorte de feu de paille. Alors, ça peut être généralisé à toute la civilisation industrielle, et je ne veux pas dire que le système de santé est pire que d'autres secteurs. Je pense que tous les secteurs font partie du même paquet, puis que moi je parle de la santé parce que j'y travaille. Mais on peut voir un petit peu cette émergence avec la grande accélération. On a découvert le pétrole, le charbon, tout ça, et puis du coup on a des possibilités qui sont démultipliées par un facteur de milliers peut-être, et tout ça pour dire qu'on a augmenté finalement transitoirement, grâce à toute l'énergie et à toutes les ressources qu'on avait, nos capacités à pouvoir vivre plus longtemps, vivre mieux, se réparer les hanches quand on a besoin, avoir un pacemaker quand notre cœur ne fonctionne plus, des choses comme ça. Et qu'on pourrait se dire que finalement ces bénéfices, ils sont éphémères, ils sont intrinsèquement liés à des ressources qui sont finies, qui sont des ressources pour la plupart fossiles, ou alors des minerais qui se dispersent dans l'environnement et qui sont plus difficiles à capter après. Donc ils sont comme des bénéfices, des privilèges qui seraient accessibles qu'à 1 ou 2 générations, voire 3 générations de la population mondiale la plus riche. Et tout ça au détriment des populations plus pauvres, actuelles, mais aussi des générations futures, y compris dans les pays les plus riches. Donc c'est des privilèges limités dans le temps et dans l'espace. Et je pense que c'est important qu'on puisse les voir de cette manière pour pouvoir savoir si on veut les garder et lesquels on aimerait garder. Et puis j'aimerais parler aussi de la vulnérabilité des systèmes de santé. On a l'impression que l'hôpital il est là, et puis que si on en a besoin un jour, il y aura toujours quelqu'un qui va nous ouvrir et qu'on pourra avoir les mêmes soins que les autres. On a vu avec le Covid, alors pas en Suisse heureusement, mais dans d'autres pays comme en Italie, que les systèmes de santé arrivaient très vite à saturation quand il y avait tout d'un coup beaucoup d'affluence vers ces systèmes, et qui sont du coup fragiles. Et s'ils sont fragiles, la première chose, c'est parce que ils ne vont pas pouvoir accueillir beaucoup plus de monde que ce qu'ils peuvent actuellement, ou alors il va falloir faire beaucoup de développement et du coup encore beaucoup plus de nuisances. Et on sait que les maladies non transmissibles ont plutôt une tendance à augmenter à l'échelle mondiale, peut-être un peu moins en Suisse maintenant, et que celles-ci vont avoir des conséquences. Une personne qui a une obésité qui a 20 ans, elle va avoir des problèmes de santé plus précocement dans sa vie, en tout cas statistiquement. Et puis les dérèglements environnementaux dont Léo a parlé, évidemment, vont augmenter les besoins en système de santé. Donc on va se retrouver avec des systèmes de santé qui vont devoir se déployer plus pour pouvoir accueillir tout ce monde. Ça risque d'être assez tendu, assez compliqué. Et surtout, le système de santé, s'il existe plus dans les pays riches, y compris la Suisse, où il est performant, c'est parce qu'il y a ça coûte très cher, du coup il faut une économie très forte. Et c'est donc indissociable de l'économie forte, c'est donc indissociable de tous les marchés financiers, des multinationales, etc. Si finalement le PIB de la Suisse tombe, les soins, on aura de la peine à acheter les médicaments en Chine, etc. Et évidemment, c'est un système qui s'est globalisé. Je vais avancer un petit peu parce qu'il me reste 30 secondes. Voilà, donc ce que j'aimerais vous faire
vous faire penser, c'est un changement de paradigme complet, et à travers le prisme de la santé, mais un changement de paradigme complet sur la civilisation, et de voir qu'est-ce qu'on peut faire, vu l'urgence, vu la nécessité d'agir le plus rapidement possible. Je trouve que c'est important, on ne le questionne jamais, c'est de revenir sur les acquis. Pour l'instant, on trouve que d'avoir accès aux hôpitaux, c'est un acquis, et qu'on va plutôt tout faire pour garder ça et essayer de le verdir au maximum. Et je pense qu'on n'arrivera pas avec ça, parce que c'est un peu de la poudre aux yeux, et qu'en réalité, ce sera à la marge peut-être, mais que ce qu'il faut, c'est qu'on fasse des vraies actions, des vraies mesures qui seront probablement de réduire assez rapidement les prestations pour qu'on puisse finalement réduire l'impact de nos activités, en réduisant nos activités. Je voulais toucher un mot, et ce sera probablement le mot de la fin, sur l'éthique biomédicale. C'est intéressant en médecine parce qu'on est toujours en train de faire un geste qui est bienfaisant. On est en train d'aller vers un patient et puis d'essayer de faire le mieux qu'on peut pour pouvoir l'aider dans sa souffrance, en étant bienfaisant, en étant non malfaisant aussi, on dit, on ne fait pas de nuisance et en même temps on fait du bien. Le problème, c'est que quand on a ce système de santé, à court terme sur l'individu qu'on va soigner, on va faire du bien, mais sur la globalité, on va probablement faire du mal, et ça va avoir des répercussions sur les personnes qui sont les plus démunies, les plus démunis, et puis aussi sur les générations qui viennent, mais la nôtre, la mienne, peut-être celle de mes parents, je ne sais pas s'ils auront le même accès, etc. Et donc je pense que c'est vraiment le moment de passer à cette vision de santé planétaire qui est, quand je vais donner un médicament à mon patient, j'ai besoin de savoir d'où vient mon médicament, dans quelles circonstances il a été fait, combien d'énergie il a dépensé, combien de ressources, pour savoir si la balance des avantages et des désavantages est favorable. Et ça, c'est une question assez intéressante. Voilà, je pense que je n'ai pas beaucoup parlé de l'engagement pour la santé, mais le côté éthique, le côté, finalement, la vocation d'être dans le domaine des soins, c'est de plutôt aider la population. Je pense qu'on peut vraiment véhiculer ces nouvelles données qui changent finalement la façon de penser et qui nous amènent à aider le maximum de personnes, à aider finalement à préserver l'équilibre, parce qu'on a vu que les déterminants de santé sont vraiment indissociables de l'équilibre planétaire qui nous permet, qui nous accueille, et que si on veut faire un système de santé, ou si on veut améliorer la santé pour tous et toutes, l'idéal pour moi, c'est de commencer par préserver le système terrestre pour assurer aussi une certaine équité en santé, qu'on puisse garder les fondamentaux. Et évidemment, ça va être quelque chose de difficile. Je pense qu'il y a probablement d'autres choses auxquelles on aura envie de renoncer avant de renoncer à notre système de santé. Mais c'est important de l'avoir à l'esprit. Et voilà, je crois que je vous remercie. Je laisse la parole à Grégoire Laguerre. Merci. Merci à toi, Armand. Oui, je vais vous parler un petit peu d'un sujet qui a quelque chose à voir, mais voilà, ça fait aussi partie un petit peu, pardon, je vais ça fait partie aussi un tout petit peu de mon chemin de vie, donc je vais en parler 3 secondes, de cette éducation thérapeutique. Moi, j'ai commencé comme ingénieur, je m'intéressais aux sciences de l'environnement, j'ai fait un doctorat à l'EPFL sur travailler sur les membranes qui ressemblent à ça, pour détecter des métaux lourds, ce qui est une des plus anciennes, une très ancienne pollution, et qui préoccupait beaucoup il y a une vingtaine d'années. Puis ensuite, je me suis formé en sciences de l'éducation parce que je pensais que c'était vraiment en lien avec les comportements qu'on pouvait aider à tout un chacun à changer de comportement pour notre environnement, pour notre planète. Et puis, en sciences de l'éducation, j'ai rencontré des profs de médecine qui avaient créé un nouveau domaine qui s'appelle l'éducation thérapeutique. Je me suis formé là-dedans et je travaille depuis un peu plus de 15 ans à la faculté de médecine et aux hôpitaux universitaires de Genève comme enseignant, comme chercheur. Et mes recherches, c'est un travail avec des patients, c'est de la recherche clinique avec des patients qui ont des maladies chroniques. Et merci pour l'introduction sur ce petit sujet-là, parce qu'on a parlé fantastiquement sur les maladies non transmissibles, très très simplement, et ça me mâche un peu le travail. C'est effectivement un des premiers facteurs on dit de morbimortalité, mais un des premiers facteurs de mortalité, voilà, de graves problèmes de santé, c'est ces maladies non transmissibles. Armand parlait d'obésité, on peut parler de diabète, d'hypertension, de tous ces problèmes de foie gras ou de problèmes d'artères.
qui sont assez liées à l'endroit où on est né, aux pollutions extérieures, à des déterminants qui ne dépendent pas de nous, génétiques et autres, mais qui dépendent aussi grandement de nos comportements, en lien avec notre environnement propre, toujours, hein, bien sûr. Et puis, les profs qui nous ont formés, hein, dont le professeur Jean-Philippe Assal, nous ont bien montré qu'il y avait deux types de médecine quand même, la médecine des soins aigus, donc une médecine réparatrice, celle qui passe un peu à la télé, hein, les urgentistes qui nous sauvent la vie quand on a une jambe cassée ou un infarctus ou plein d'autres problèmes de santé aigus où effectivement on est assez, comme patient, on est assez passif et puis c'est le soignant qui agit beaucoup et qui nous sauve la vie, bien sûr. On en a bénéficié depuis un siècle des progrès de cette médecine-là. Mais il y a les maladies chroniques qui dépendent pour partie de nos comportements. Et là, on ne peut pas se permettre d'avoir un patient passif avec un soignant, un infirmier, une médecin qui fait les gestes, parce que bien sûr, c'est des apprentissages et des changements qui vont dépendre de nous, patients, quand on se met du côté des patients, bien sûr. Et puis, le truc dont on s'est rendu compte, et ces profs de médecine nous l'ont enseigné très bien, c'est que 10% des besoins dans nos sociétés, c'est la maladie aiguë, et près de 90% des besoins, c'est la maladie chronique. Je vous mettrai juste un petit schéma savant, mais qui n'est pas si complexe que ça. Alors tout à gauche, bon, ces maladies-là dépendent de notre âge, de notre éducation, de nos revenus, des troubles du sommeil et de plein d'autres choses qui viennent en partie de l'environnement et des choses sur lesquelles on n'a pas d'action. Mais la deuxième colonne, on voit qu'il y a quand même des domaines sur lesquels on peut agir, les addictions, hein, en bas, et puis ce qui est en lien avec l'alimentation et l'activité physique principalement. Et on sait que si on est sédentaire pendant quelques décennies, si on a des gros déséquilibres alimentaires, du surpoids, etc., on peut développer des maladies métaboliques. Des maladies comme le diabète de type 2, cholestérol, etc. On voit ces maladies maintenant vraiment comme des maladies de la sédentarité, et c'est peut-être l'élément qui a le plus changé depuis un siècle. On mange un peu moins de calories depuis un siècle, 30% de moins. On mange plus raffiné, on a perdu quelques heures de sommeil en un siècle, mais ce que je vois, le plus grand changement, c'est que pendant des millions d'années, on a bougé à peu près 8 heures par jour. Hein. On dormait peut-être 8 heures par nuit, on était sédentaire 8 heures sur 24, et les 8 heures d'activité, c'était des activités avec nos muscles, des activités physiques. Chasser, cueillir, fabriquer, construire des maisons, danser, jouer avec les enfants, etc. Tout ça, c'était des activités qu'on faisait avec nos muscles. Et c'est ce qui a le plus changé en un siècle dans nos sociétés, en une génération, hein, dans les pays du Sud, mais en un siècle chez nous, où on est passé d'environ 8-10 heures d'activité physique par jour en moyenne à environ une demi-heure. Et ça a un tel impact sur nos muscles principalement et sur nos vaisseaux sanguins, les petits capillaires, que ça explique pour une grande partie ces maladies-là. C'est pas étonnant si la finalité, c'est des maladies, alors maladies coronariennes, mais en fait maladies des vaisseaux sanguins en général. Parce qu'on peut faire un infarctus intestinal, on peut faire des problèmes comme des AVC, etc. C'est ce qu'on appelle les maladies cardiovasculaires. Peut-être maladie coronaire, c'est un petit peu réducteur. Alors ça, vous le connaissez peut-être, mais ça veut dire qu'en médecine, on arrive souvent très très tard. On arrive au moment où on va essayer de réparer une artère qui a été bouchée ou de donner des médicaments quand il y a déjà des maladies installées, comme le diabète de type 2, des problèmes de cholestérol et d'autres sortes de désordres comme ça, ou de l'hypertension artérielle, pression sanguine. Ce schéma veut dire quand la pression sanguine est anormalement haute. C'est en général ça la maladie. Ces maladies en plus sont réversibles quand on les prend assez tôt, mais ça veut dire des changements de comportement de la personne, des transformations. Donc l'éducation thérapeutique, et vous verrez que ça rejoint la problématique des transformations et d'agir pour la santé de la planète également, si on peut dire ça comme ça, c'est qu'en fait, les chercheurs, les psychologues, les personnes en sciences de l'éducation nous ont appris qu'apprendre, ça ne marche pas comme ça. On ne peut pas juste transférer des choses dans la tête de l'autre et puis ça rentre. Ce n'est pas transférer des connaissances, ce n'est pas non plus dresser, ce n'est pas non plus seulement du conditionnement. On peut se conditionner pour jouer au piano certaines gammes ou pas mal de choses, mais pour vraiment changer des comportements de santé ou en lien avec l'environnement, on ne peut pas juste travailler comme ça. C'est pour ça que beaucoup de messages pour la santé ou pour l'environnement ne passent tout simplement pas, parce que c'est pas comme ça qu'on apprend, c'est pas comme ça qu'on change. Voilà, alors rapidement dit, pour cette partie-là, en éducation thérapeutique, on se dit que
Il va falloir tenir compte de qui est la personne, et l'éducation thérapeutique, c'est une des réponses dans le monde, hein, mais il y en a d'autres, pour accroître l'alliance entre les soignants et les patients, et aider les patients à cheminer dans cette transformation, cet apprentissage et ces changements. Et ça va dépendre, c'est ce que j'ai mis à gauche, là, ça va dépendre de leur conception, de leur expérience propre, de leur passé, de leur représentation ou pensée. Ça va dépendre également de toute la dimension émotionnelle, affective, plus les perceptions physiques, les sensations que la personne peut avoir, plus une partie infra, une partie avec des éléments qui sont un peu refoulés, ou des éléments qui sont un peu cachés à la personne elle-même, et puis qu'on va peut-être pouvoir travailler et ressortir. Et ça, bien sûr, ces conceptions, ces ressentis, ces dimensions émotionnelles, etc., elles sont en lien avec les comportements. Et on sait que ces comportements sont en lien avec ces maladies non transmissibles. Alors, il y a un courant qui revient un petit peu à la mode sous un autre nom, qui était la psychosomatique, qui est maintenant la neuro-psycho-immunologie, et qui dit qu'il y aurait peut-être un lien, c'est où j'ai mis le point d'interrogation, un lien direct entre nos conceptions, nos représentations, nos émotions et certaines maladies organiques. Très difficile de faire de la recherche là-dessus, bien sûr. Il y en a qui font ça. Mais en passant par les comportements, c'est beaucoup plus évident, facile et mesurable de voir que si une personne passe de 30 minutes d'activité physique à 1 heure, qu'elle le fait peut-être de manière plus douce, qu'elle le fait de manière peut-être plus à jeun, plus relaxée, etc., on va pouvoir mesurer des changements ensuite dans la biologie directement sur, par exemple, le recul du poids ou du diabète ou de l'hypertension artérielle. En retour, bien sûr, comme on est beaucoup dans la systémique, c'est évident que si le corps change, il y a des choses qui changent dans les perceptions, dans les émotions, etc. Et c'est toute une médecine de la complexité comme ça qui me passionne depuis quelques années. Je vais passer un peu plus loin, on a fait des livres et des petits modèles là-dessus. En gros, quand je suis arrivé dans le service, ça ressemblait un peu à ça. Maintenant, on va un peu plus marcher avec les patients à l'extérieur. Mais en gros, le principe général, c'est que se soigner, c'est apprendre, changer, se transformer. Et là, ça ressemblait encore un petit peu à l'école, ça y ressemble de moins en moins. Mais il y a des synonymes entre se transformer dans une psychothérapie ou apprendre au sens large. Le but, c'est toujours la même chose, c'est d'aider la personne à gagner en pouvoir sur sa santé et sa maladie, et gagner en émancipation, en qualité de choix, de libre arbitre. Donc ce n'est pas une éducation dans le sens rééducation à faire quelque chose que les soignants auraient décidé, mais c'est une possibilité d'ouvrir à d'autres possibles. Voilà, de permettre aux patients de penser différents possibles, donc d'accroître son libre arbitre, sa capacité de choix et de mettre en place des choix. Et c'est assez fort, je vais vous donner une petite anecdote, parce que je sais qu'on n'a pas toute la soirée. Une petite anecdote qui m'a beaucoup marqué. Un patient qui est fonctionnaire, qui travaille à 2-3 km de son 2 km et demi de son domicile exactement en fait, et qui va en moto tous les jours à son travail, qui a un diabète de type 2 qui est potentiellement réversible parce qu'on est dans les premières années de la maladie. Il est motivé, il croche, il comprend que ça va être intéressant pour lui de mettre en place de l'activité physique, et il lui faut plus de 3 mois pour arriver un jour triomphant en disant « j'ai réussi à mettre ma moto à 500 mètres du travail et à faire les 500 mètres à pied ». Et puis au bout de 6 mois, de dire « ah ben maintenant je fais à 1 km la moto ». Mais pour cette personne-là qui voulait se sentir forte vis-à-vis de ses collègues, de s'entendre dire « ah, ta moto elle est en panne, je t'ai vu à pied sous la pluie ce matin », il y a vraiment comme pour l'alcool ou d'autres problématiques, il faut vraiment que la personne voit le sens, soit touchée et des appuis pour réussir à mettre en place au quotidien un changement comme ça, qui n'est pas très valorisé dans la plupart des milieux, de venir à pied alors qu'on a une moto, de boire moins d'alcool ou de manger un peu moins, ou d'aller se balader à midi plutôt que manger avec les collègues, enfin des choses comme ça qui sont pas évidentes, mais il avait intégré ça à un tel point qu'il met en place ces changements. Et moi, ça m'a fait un déclic, parce que je me suis dit, si on explique aux gens qu'il y a des forêts d'Amazonie qui ont des problèmes, et puis qu'il y a des espèces qui vont disparaître, j'ai l'impression que ça les touche moins que si on commence à parler de leur santé à eux. Et je pense que c'est
une porte d'entrée. Cette personne-là, si on l'avait dit, mais tu abîmes l'environnement et la planète avec ta moto, je ne pense pas qu'il aurait changé. S'il trouve du sens et une motivation, peut-être qu'il va faire un plus grand chemin, enfin ça a été le cas en tout cas pour lui, mais peut-être que voilà, il y a une porte d'entrée pour les professionnels du soin de travailler sur ces comportements qui sont évidents pour mes collègues, mais qui sont des comportements qui sont en lien avec et l'environnement et la santé. J'ai été invité par le groupe de la décroissance après-demain et c'est vraiment le thème de ce que je vais dire dans 2 jours, mais il y a énormément de liens entre les comportements qui sont favorables à la bonne santé métabolique et les comportements qui sont favorables à diminuer le poids qu'on fait peser sur la planète, sur l'environnement. Voilà, juste un peu pour terminer comme ça, je vous ferai ces liens-là en conclusion, mais juste avant ça, pour nous, les éléments clés de cette éducation thérapeutique, qui est une forme de médecine complexe, médecine de la motivation, de la transformation, de l'humain en fait. C'est pas un progrès technique, hein, ces dimensions d'éducation thérapeutique, mais c'est un progrès scientifique et médical qui a montré son efficacité, et qui n'est pas basé sur la technique, qui n'est pas basé sur une nouvelle découverte technique, mais beaucoup de découvertes en sciences de l'éducation, en psychologie, en médecine. C'est d'être basé sur une très forte relation, une qualité de relation que certains de nos formateurs appelaient l'alliance thérapeutique. Être capable d'être proche, y compris émotionnellement, de la personne qu'on accompagne vers le changement. Donc, en fait, rendre une médecine un peu plus humaine, mais ça contient pas mal de choses, tout ça. D'être vraiment centré sur le vécu de l'autre. On n'est pas en train de transférer de la connaissance depuis en haut, ou de manipuler, ou de vouloir faire changer l'autre. On est vraiment à l'écoute de quel est son vécu, quelle est sa vraie vie à lui. Une collègue me disait ça, mais qu'est-ce qu'il vit dans sa vraie vie à lui? Est-ce que vraiment on va lui dire qu'il faut qu'il arrête le tabac alors que sa problématique à lui principale, c'est pas du tout ça. C'est qu'il est en train de divorcer, et puis qu'il a un problème au travail, et puis qu'il a des douleurs au dos, j'en sais rien. On va commencer par là où il en est lui, et puis lui permettre de développer des compétences et des connaissances. C'est vraiment le sens éducation de l'éducation thérapeutique qui vient peut-être à ce niveau-là, mais c'est vraiment en 3e. Et puis ce que je voulais vous dire, donc on parlait de ces maladies-là et du lien avec l'environnement, mais Armand l'a bien dit, il a montré des schémas qui sont beaucoup plus jolis que ça, des choses qui ne dépendent pas de nous. Est-ce que votre environnement pour aller au travail il ressemble à ça, ou il ressemble à ça à gauche? Et puis, je vais conclure, comme ça on aura un peu plus de temps aussi pour échanger. Voilà, ça c'est les liens avec le climat et l'écologie au sens large. C'est que ce qui va permettre de faire reculer ces maladies métaboliques, et rappelez-vous que c'est une des premières causes de morbidité et de mortalité maintenant dans le monde entier. Les maladies métaboliques, ça touche plus de 2 milliards d'adultes. Et les pistes, les solutions, et vous verrez tout de suite qu'il y a un lien avec le climat, mais pas seulement, avec l'écologie au sens large, c'est de davantage utiliser ses muscles. C'est assez fou quand j'ai vu qu'on nous vend des racloirs à vitres pour nettoyer ses vitres qui sont toutes électriques et puis voilà, qui sont mécanisées. Ou bien tout le monde achète, quand elle a 20-25 ans, tout le monde achète une perceuse parce qu'il faut acheter une perceuse, ou une visseuse, alors que faire un trou manuellement avec une chignole ou visser avec un tournevis, on fait quoi 3 fois par mois? Mais tout le monde a une perceuse. Enfin, ça devient fou de même plus pouvoir utiliser ses muscles pour presser des citrons et des oranges. Il y a des presses-agrumes électriques. On peut manger des pommes locales, il y a des gens qui mangent des oranges et citrons, très bien, de temps en temps, ça m'arrive aussi. Mais alors avec le presse-agrumes électrique, ça, je le trouvais fou, quoi. Parce qu'on n'est plus capable de faire ça. Mais ça va loin, mais évidemment, on parle surtout des voitures, on parle surtout des ascenseurs, etc. Et puis, je l'ai dit, voilà, qu'est-ce qui permet d'améliorer, de faire reculer ces maladies métaboliques? C'est une nourriture moins raffinée, davantage d'activité physique, bien sûr. On a perdu pas mal. Aux États-Unis, j'ai vu une étude, on a perdu 4 heures de sommeil en 50 ans. Donc on dormait 10 heures par 24 heures, et c'est 6h15 aujourd'hui. Donc ça vous donne une petite idée. Il y a des athlètes qui dorment 16 à 18 heures par 24. C'est l'autre extrême. Hein. Les athlètes de marathon qui dorment 16 heures, 18 heures par 24 heures. Donc il faut que manger, dormir et courir. Mais en gros, pour dire à quel point le sommeil est important dans la santé métabolique. Et puis bien sûr, apaiser, diminuer les facteurs de stress. Ce qui sous-tend des choses qui sont très très difficiles dans nos sociétés, qui sont de ralentir, qui sont de gagner en sagesse pour diminuer les addictions, pour accepter certaines frustrations, pour accepter de faire un peu moins
accepter d'avoir les plaisirs plus intérieurs que extérieurs. Pas besoin de plein de véhicules, plein de voyages, plein de vacances, plein d'activités démesurées qui demandent beaucoup d'énergie et beaucoup de ressources, mais être capable aussi d'ouvrir à l'intériorité. Voilà les petits liens qu'on peut faire entre éducation thérapeutique et les questions, on les aura. Après, je vais laisser la place à la professeure Johanna Sommer, qui a été une de mes enseignantes dans la communication avec le patient. Donc voilà, je profite pour te remercier aussi pour ça. Merci, merci pour le débat. Merci Grégoire. Donc moi j'avais dit je ne fais pas de présentation théorique parce que je ne suis pas experte dans le domaine, mais je soutiens très fortement tout ce mouvement que je trouve absolument indispensable. Et je pense que nous les soignants, et surtout si on a un rôle dans le niveau académique, nous devons absolument œuvrer pour que ces choses se sachent, pour que la société prenne conscience, pour que les choses changent, parce que ça ne changera pas si nous ne faisons rien. Donc je dirais que moi, en tant que médecin de famille, puisque j'ai une pratique de cabinet, je pense que nous, les médecins de famille, nous avons un rôle à 3 niveaux. Tout d'abord, un rôle au niveau de l'individu, du patient. On a un rôle au niveau du système de santé, vous en avez entendu 2 mots, puis on a un niveau au niveau de la société, aussi un rôle très important. Donc au niveau de l'individu, qu'est-ce qu'on peut faire? Quand on est face à un patient, le patient, il vient souvent pas encore avec des maladies, et je pense que là, les outils de communication, d'écoute du patient, de prévention, en faisant de l'éducation du patient, de la motivation pour bouger plus, pour vivre plus sainement, pour s'alimenter avec moins de viande, tout ça, il faut lui en parler, il faut se prendre le temps pour écouter, pour échanger, ça prend du temps. C'est vrai que ce temps-là, on ne se le prend pas toujours, et moi je défends des consultations plus longues où on se prend le temps à la fois d'écouter, parce qu'on peut prévenir beaucoup de soucis de santé, et beaucoup de prescriptions et de scanners, si on écoute les soucis des gens, si on a l'écoute pour ce qui se passe vraiment dans la vie, et plutôt que de faire tout de suite un scanner, d'écouter qu'il y a des soucis qui font que les gens ont mal au dos, parce qu'ils en portent trop lourd, ou parce que, de se prendre un peu le temps et puis de les revoir 2 semaines après, ça ne fait pas rater beaucoup de cancers. Au contraire, je pense qu'on soigne mieux avec moins d'impact négatif et sur l'environnement et sur la santé de ce patient. Puis comme vous l'avez entendu, la santé, elle est inextricable de l'environnement. Donc nous ne pouvons pas, c'est une hypocrisie que de soigner un patient qui est face à nous sans tenir compte de ce qui se passe avec nos soins sur la santé globale ou en dehors dans notre système sociétal de consommation de tout. Et on ne peut pas juste consommer la médecine comme tout le reste parce qu'on va participer à cet engrenage qui va vers quelque chose où on sait aujourd'hui qu'on est déjà un peu accéléré face au mur et qu'il faut que nous freinions, qu'il faut que nous ralentissions et qu'il faut que nous trouvions des nouveaux modes de soins d'un côté, mais de nouveaux modes de vie de l'autre. Donc tous ces aspects par rapport à l'individu de prévention, éducation, partage de responsabilité aussi. On peut dire, est-ce que vous voulez faire un examen à tout prix? Moi, ça va faire des rayons, ça coûte à l'écologie. Ou est-ce qu'on se prend le temps d'essayer de la physio, on essaie d'abord ce qui marche, etc. Et les patients, ils sont souvent d'accord. La même chose avec le choix de médicaments. Est-ce qu'on doit prendre cet anti-asthmatique à base de spray qui pollue, ou est-ce qu'on peut se traiter avec d'autres moyens plus simples qui auront le même effet, mais qui pollueront moins? Donc nous avons une éducation, et c'est rare que le patient dise « Ah, mais non, je veux celui qui pollue ». Donc je pense que nous devons aussi être là pour conscientiser chaque individu, le rendre attentif à l'impact écologique de manger beaucoup de viande, qui a non seulement un impact sur sa santé, mais qui a un impact écologique. Et ce genre d'éducation, je pense que c'est de notre responsabilité en tant que soignants de la faire. Ensuite, au niveau du système de soins, eh bien, nous contribuons à cette consommation, mais nous contribuons aussi à la pollution. Et là aussi, nous devons aider les systèmes de soins à freiner, à trouver d'autres modes de soins, à choisir des méthodes moins toxiques, moins polluantes, et à vraiment influencer pour ne pas contribuer à juste une accélération en faisant tous les examens comme tout le monde a envie de le faire, des IRM, des scanners. On sait que c'est une consommation énorme pour un gain sur la vie qui est minime. Un scanner et un IRM peut sauver une vie chez quelqu'un où on dépiste un cancer précocement parce qu'on a raison de le faire. Mais si vous le faites à tout le monde, ça va être plus toxique parce que vous passez les gens dans des machines à scanner qui ont des rayonnements et puis vous produisez même des cancers en produisant trop de rayons sur les patients. Donc je pense que là aussi, sur le système de soins, nous avons un rôle très important. Et donc le 3e niveau où je vois que nous avons un rôle, c'est le niveau de la société. Et société veut aussi dire éducation des jeunes. Donc je pense que nous, en tant que soignants, nous devons éduquer tout le monde, mais pas seulement les jeunes médecins, pour les rendre sensibles et conscients. Et ça ne vient pas de moi, on a eu la pression des étudiants en médecine, en faculté de médecine, pour nous tirer les cloches et puis nous dire, mais faites quelque chose, éduquez-nous du point de vue environnement. Et nous sommes en train de mettre sur pied un cursus
grâce aux étudiants et qui sont là ce soir et d'autres. Et donc je pense que c'est essentiel de former d'une part les futurs soignants à cette sensibilité de l'impact du système de soins et l'impact du dérèglement climatique sur la santé, mais aussi tout le reste de la société. Et nous aimerions faire des conférences, nous sommes en train de voir avec la faculté de médecine pour faire une conférence grand public ici dans quelques mois, pour essayer de sensibiliser tout ce qu'on sait au niveau scientifique, que Armand vous a vraiment très bien résumé, mais il y a beaucoup de faits très scientifiques que la GIEC essaye de prôner et de publier, où nous savons maintenant que si nous ne changeons pas de mode de vie, vraiment, nous détériorons totalement notre environnement dans lequel nous vivons. Et ce n'est pas seulement pour nous, vous avez ici 2 jeunes, beaucoup plus jeunes que moi déjà, et il y a 2 petits là, qui doivent pouvoir grandir dans un environnement qui, demain, soit là, vert et accueillant pour la vie de demain. Voilà, je n'ai pas beaucoup plus à dire par rapport à ça. Maintenant, je passe la parole encore une fois à Estelle et Léo qui voulaient parler encore du cursus planétaire. Mais est-ce que vous avez des questions, des remarques? Allez-y, parce qu'on vous a laissé peu de place jusqu'à maintenant. Est-ce qu'il y a des commentaires d'abord, ou des remarques, ou des questions? Non? Alors, Estelle, peut-être 2 mots sur le cursus. Oui, en fait, ce qu'on pourrait dire, c'est déjà, qui que vous soyez étudiant, que vous soyez professionnel, c'est qu'il y a toujours de la place pour l'action. C'est-à-dire que si vous pensez qu'il y a toujours un endroit sur lequel on peut agir et qui ne soit pas juste nos petits gestes individuels du quotidien, par exemple l'alimentation ou faire du zéro déchet, on peut aller au-delà. Et je pense qu'il faut aussi se rendre un peu responsable de tout ça, essayer de faire au mieux. Après, sur le cursus en santé planétaire, donc, je ne sais pas s'il y a des étudiants dans la salle, mais en tout cas, ce qu'il faut, c'est déjà s'entourer des bonnes personnes, parce que c'est vrai que tout seul, en tant qu'étudiant, on n'a pas forcément la force de faire bouger quelque chose au niveau de la faculté ou de l'université. Et déjà, montrer qu'on a de la voix et qu'on a envie d'apprendre de nouvelles choses et que c'est important, non seulement pour notre culture générale, mais aussi dans notre future pratique. Et donc, grâce à la professeure Johanna Sommer et puis tous les groupes de travail dans lesquels on fait partie, on est en train de mettre en place ce cursus en santé planétaire qui s'étendrait de la première année jusqu'à la 6e année, voire même ensuite en post-grad. Donc, c'est vraiment une belle avancée, puis c'est allé assez vite, on est assez contents. Merci beaucoup en tout cas pour votre présence. N'hésitez pas à nous contacter si ça vous intéresse de rejoindre le groupe ou de nous suivre sur notre page Instagram. Le but, c'est pas de se déprimer en disant que la planète est foutue, on va tous mourir. C'est aussi de montrer que le changement climatique, c'est aussi une opportunité pour nous de changer nos comportements à la fois individuels et à l'échelle de la société. Donc voilà. À vous.